You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec mon âme sœur platonique, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, on va parler d'amour. À PIC TV, on aime les séries, mais on aime aussi les gens qui s'aiment dans les séries. Rien ne nous procure un plus grand plaisir que de voir un couple se tourner autour pendant des saisons et des saisons entières. Pourquoi les couples de séries sont-ils si importants pour nous ? Et est-ce que les séries actuelles sont encore capables de créer des histoires d'amour aussi iconiques que Jim et Pam ou Ross et Rachel ? Ce sont les questions cruciales auxquelles on va s'intéresser cette semaine. Mais avant ça, le pic de la semaine. Alors Anaïs, c'est quoi ton pic cette semaine ? Mon pic, c'est qu'on est toutes les deux allées voir David Simon récemment en masterclass. Donc David Simon, c'est le créateur de The Wire, Trémé, Show Me a Hero, The Deuce, plein d'excellentes séries. Et il était très intéressant et en fait, ça m'a donné envie de revoir Trémé parce que j'avais jamais fini la série. C'est sa seule série que j'avais jamais finie. Ça parle de la Nouvelle-Orléans juste après l'ouragan Katrina. Et c'est vraiment génial. Je m'y suis remise cette semaine et... c'est vraiment un maître de la série, donc j'ai hâte de voir cette nouvelle série qui va sortir prochainement, dont on a déjà parlé, qui s'appelle Le complot contre l'Amérique. Et toi, Marie, c'est quoi ton pic ? Mais moi aussi, c'est une ancienne série, c'est que je me suis remise à regarder Alias de J.J. Abrams, sa série d'espionnage avec Jennifer Garner. Et on doit voir énormément de séries parce que c'est notre métier de critiquer les séries. Et c'est vrai que ça fait du bien de revoir une vieille série qu'on a aimée, qui a très bien vieilli en plus. Les 2 premières saisons sont géniales. Et surtout, il y a une tension sexuelle incroyable entre Sydney et Michael. Oh oui. Et revoir ça, c'est juste que du plaisir. Bah, ça tombe bien, hein, on dirait presque que tu l'as fait exprès. Mais la tension sexuelle, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un des plus grands plaisirs en fait qu'on a en regardant une série. Le plus grand plaisir. Voilà. Et ça fait vraiment partie intégrante de notre expérience quand on regarde des séries, à tel point qu'il y a tout un vocabulaire pour décrire les couples de fiction qui nous intéressent et sur lesquels on fantasme. Et le terme le plus employé, qu'on va beaucoup employer dans l'émission d'aujourd'hui, c'est OTP ou OTP en français, si vous préférez. Ça veut dire One True Pairing. Donc, pour traduire, je sais pas comment traduire ça, c'est le couple véritable ou le seul couple, quoi, le seul bon couple, la seule bonne union. Le couple ultime, en fait. Ouais. Et donc, c'est un terme qu'on utilise pour décrire le couple qu'on préfère dans une œuvre, en fait. Donc, ça peut être dans les séries, mais ça peut aussi être dans d'autres œuvres. Oui, ça peut être dans les livres. Par exemple, si vous tapez Malfoy et Hermione sur un site de fanfiction, de fiction de fans, donc, où les fans écrivent leurs propres chapitres sur des œuvres qu'ils ont aimées, vous allez avoir des milliers et des milliers de résultats. Il y a même des trucs encore plus dérangeants, comme si vous tapez Hermione et Snape, Rogue, vous allez aussi avoir des milliers de résultats, ce qui est quand même... Parce qu'il y a des gens qui fantasment sur Rogue et Hermione ensemble. Des gens très très dérangés. Et donc, pour ces gens, c'est le OTP ultime de Harry Potter. Marie, le premier OTP qui t'a marqué à la télé, c'était quoi, toi ? Alors, j'ai essayé de m'en souvenir. Je pense que c'était Mulder et Scully dans The X-Files. Où vraiment, je regardais la série et j'en avais rien à faire des extraterrestres, mais j'avais qu'une envie, c'est qu'ils finissent ensemble. Et il a fallu attendre 7 saisons pour que Chris Carter les laisse enfin s'embrasser. Et ça a été vraiment le OTP ultime pour moi de mon enfance, quoi. Ouais. Et toi, le tien, c'était quoi ? Honnêtement, j'ai du mal à m'en souvenir parce que je pense que... il y en a eu tellement. Ouais, voilà. Mais je pense que même si aujourd'hui ça peut paraître un peu ridicule, ça devait sans doute être Agnetha et Drazik dans Art les Caraïbes. Ah oui. Voilà. Ça trahit un peu mon âge, mais voilà, si vous avez grandi dans les années 90, je pense que vous saurez Drazik surtout, exactement ce que je veux dire. Mais Anita aussi, juste on voulait qu'ils se mettent ensemble. Elle, c'était la gentille fille, bonne élève, et lui, c'était le bad boy, et on avait vraiment envie qu'ils finissent ensemble. Un classique. Ouais. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les OTP qui nous ont beaucoup marqués, c'était surtout à l'enfance et à l'adolescence, parce qu'en fait, c'est un ressort narratif très fréquent dans les séries pour adolescents. Oui, et d'ailleurs, on le voit aussi dans la façon dont c'est consommé par les fans, c'est-à-dire que les fans qui ont des OTP et des ships, ça c'est un autre terme qu'on va peut-être utiliser, et que la différence c'est un OTP, donc c'est le couple ultime. Le ship, c'est 2 personnes qu'on veut voir finir ensemble.
Donc ça a l'air un peu similaire, mais il y a des petites distinctions. Et ça, c'est vraiment des termes qu'on retrouve sur Tumblr, sur YouTube, qui sont des plateformes qui sont très adolescentes. Et si vous tapez le nom de 2 personnages d'un couple emblématique, vous allez avoir des milliers et des milliers de gifs, de dessins créés par des fans et de vidéos compilations YouTube. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures de ma vie, j'ai perdu beaucoup d'heures de ma vie à les regarder. J'ai un peu honte de l'avouer, mais... Et du coup, c'est des termes que les publics adolescents sont vraiment appropriés, mais à la base, c'est des ressorts narratifs qui étaient très présents qui sont nés dans l'univers des sitcoms américaines. Ouais, en fait, la première sitcom à avoir vraiment lancé ce qui est devenu maintenant un cliché, mais qui ne l'était pas à l'époque, c'est Cheers, qui est une série qui est sortie en 1982, qui a été créée par James Burrows et les frères Charles. Et c'est une sitcom qui se passe dans un bar qui s'appelle Cheers, avec le patron du bar, Sam, qui est joué par Ted Danson, que maintenant vous connaissez... dans The Good Place. Voilà, comme Michael dans The Good Place. Et Diane, qui, en fait, c'est comme ça que la série commence, c'est Diane qui arrive pour demander un travail et qui est une jeune femme plutôt bourge, donc qui n'a rien à voir avec le public du bar dans lequel elle veut travailler, qui devient serveuse. Et très vite, il y a une tension sexuelle qui se développe entre Sam et Diane. Et c'est devenu la référence en termes de will they, won't they. Encore une expression anglaise, désolée, mais c'est vraiment tout le vocabulaire qu'il y a autour des couples. Le will they, won't they, c'est littéralement est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble. Et c'est la tension sexuelle qui dure pendant des épisodes, voire des saisons entières, parce qu'on attend de savoir s'il va y avoir quelque chose. Et Sam et Diane, en gros, pendant une saison entière, ils se tournent autour et ils s'insultent beaucoup parce que ils ont pas beaucoup de choses en commun et ils se détestent un peu, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et il faut attendre le final de la saison 1 pour qu'on arrive à un premier baiser, et on va l'entendre, vous allez voir, c'est assez costaud. And while you're up there floating around, remember the day I said this. You are the nuttiest, the stupidest, the phoniest fruitcake I ever met. You, Sam Malone, are the most arrogant, self-centered son. Shut your fat mouth. Make me. Make you? Wait, God, I'm gonna bounce you off every wall in this office. Try it and you'll be walking funny tomorrow. Or should I say funnier? You know, I always wanted to pop you one. Maybe this is my lucky day, huh? You disgust me. I hate you. Are you as turned on as I am? More. Une relation très saine et équilibrée. Voilà, c'est ça. Et donc, comme vous l'entendez, le public réagit énormément et à la fin, ils s'embrassent alors qu'ils viennent de s'engueuler. Et encore là, on a coupé, mais la dispute dure vraiment 10 minutes. Donc, ça ne fait que monter jusqu'au point où Sam dit « Mais t'es aussi excité que moi ou pas ?» Et là, il lui dit « Non, encore plus ». Et c'est là qu'ils s'embrassent. Donc, c'est vraiment... une représentation parfaite de ce que c'est le Will They, Won't They. Et après, c'est devenu en fait un cliché narratif, mais c'est vraiment Cheers qui a lancé ça. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les scénaristes, dès le début de la saison 1, on leur a dit il faut qu'il y ait du Sam et Diane dans tous les épisodes. Même si l'épisode parle d'autre chose, notre argent, notre gagne-pain, ça va être la relation entre les deux. Donc c'était une consigne très claire parce qu'ils ont senti que c'était comme ça qu'on pouvait faire tenir le public sur la durée. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que en gros, ils ont senti que c'était le meilleur moyen pour faire revenir les gens toutes les semaines pour regarder les nouveaux épisodes. Parce que ces ressorts narratifs, ils sont là pour ça, en fait. C'est-à-dire que dans les sitcoms, et ça existe aussi, c'est très utilisé dans les séries judiciaires, les séries procédurales, c'est des séries qui sont amenées, c'est des séries très traditionnelles, qui à la base existaient à la télé américaine, c'était les modèles des séries américaines. Et c'est des séries qu'on voulait faire durer sur plus de 5 saisons en règle générale, parce que c'est comme ça qu'en fait une série se fait syndiquer, c'est comme ça que les studios font de l'argent, parce que une série syndiquée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une série qu'on revend à d'autres chaînes, à d'autres studios, et du coup, c'est une série qui est rediffusée ad vitam aeternam. Donc si vous regardez la télé américaine à l'heure actuelle, vous allez avoir Friends et Seinfeld sur au moins 3 chaînes en même temps. Et c'est comme ça que les studios gagnent de l'argent pendant très très longtemps. Et donc pour faire tenir une série comme une sitcom ou comme une série judiciaire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des enjeux narratifs. Et dans ces milieux-là, ou enfin dans ces mondes narratifs-là, où chaque épisode est dédié à une histoire,
comment on fait revenir les gens semaine après semaine, c'est en leur donnant en fait quelque chose comme un couple qu'ils veulent voir finir ensemble. Donc ils vont revenir à chaque épisode pour voir ce qui se passe avec ce couple et pour voir le couple enfin s'embrasser, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que à l'époque, les séries n'avaient pas vocation à se terminer. Maintenant, on voit des séries qui durent 1 ou 2 ou 3 saisons et qui savent déjà, avant même d'avoir commencé, qu'elles veulent se terminer et comment elles veulent se terminer. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Et il y avait des problèmes de la semaine ou des cas de la semaine. Et donc, tu pouvais t'asseoir devant ta télé n'importe quel jour et regarder un épisode et t'avais pas besoin d'avoir vu ce qu'il y avait avant ou après pour comprendre, parce que c'était beaucoup moins sérialisé qu'aujourd'hui. Mais du coup, cet élément-là dont tu parles, c'était le seul élément qui avait une continuité sur la durée, parce que tout le reste était très découpé d'épisode en épisode. Par exemple, si on prend Friends, si vous regardez un épisode de la saison 3 de Friends ou un épisode de la saison 7 de Friends, ça va pas faire une grande différence. Vous allez pas louper des gros trucs narratifs, vous allez pas vous demander mais qu'est-ce qui se passe, à part en ce qui concerne la relation de Ross et Rachel. Et la relation aussi de Chandler et Monica d'une autre manière, mais vraiment c'était Ross et Rachel qui avaient énormément de rebondissements. C'était quelque chose qu'ils ont établi dès le début et c'était quelque chose qui faisait vraiment fonctionner le public, où le public répondait vraiment à ça et se demandait si Ross et Rachel allaient finir ensemble. Et quand ils ont fini ensemble, spoiler alert, mais quand ils se sont embrassés pour la première fois ou quand ils se disputaient ou des choses comme ça, il y avait des réactions très très fortes du public. Ouais, mais d'ailleurs, on va entendre un extrait. Alors, ce que vous allez entendre, c'est le moment où Ross s'apprête à se marier à une autre femme que Rachel. Emily. Et que pendant ses vœux, il fait un lapsus et il dit Rachel au lieu de dire Emily. Et vous allez entendre, le public devient complètement fou. Friends, family, are gathered to celebrate here today the joyous union of Ross and Emily. Now, Ross, repeat after me. I, Ross. I, Ross. Take thee, Emily. Take thee, Rachel. Emily. Emily. He said Rachel, right? Voilà, donc vous pouvez entendre le public pas seulement rire, mais vraiment hurler de surprise. Donc on sent que clairement les scénaristes savaient ce qu'ils faisaient et ils savaient que c'était ça qui allait les faire revenir, quoi. Puis il y avait un truc aussi, il y avait ce dont on a parlé déjà, c'était le water cooler moment, c'est-à-dire que c'était des séries que tout le monde regardait et dont tout le monde allait parler à la machine à café le lendemain, et ça c'était des moments hyper important en fait. C'était ça dont on parlait. C'était ce qui s'est passé hier parce que Ross a dit le prénom de Rachel au mariage, quoi. C'est l'ancêtre des twists dans Game of Thrones. Oui, en plus, c'est la fin d'une saison, donc c'était vraiment le cliffhanger sur lequel on allait revenir à la saison prochaine. Donc, Et donc, il y a beaucoup de sitcoms qui ont utilisé ce ressort-là. Il y a évidemment The Office avec Jim et Pam, qui est un des couples les plus iconiques aussi de l'histoire de la télé. Et il y a aussi beaucoup de séries procédurales, on en parlait au début, qui ont eu recours à ce ressort-là pour les mêmes raisons. Et là, c'est vraiment pratiquement toutes les séries procédurales, en vrai. Enfin, si vous regardez... Alors, pour redéfinir procédurale, c'est une série judiciaire, généralement, ou policière, avec un cas de la semaine. Donc, une enquête, généralement, qui dure une semaine, ou un cas au tribunal qui dure une semaine. Et si vous regardez toutes les séries judiciaires ou policières, vous allez voir qu'il y a un couple emblématique, c'est-à-dire vous regardez NCIS, il y avait Ziva et Tony, c'est ça ? Ouais. Vous regardez tous les experts, il y a toujours un couple parce qu'il y a toujours un homme et une femme qui enquêtent ensemble et il y a toujours une petite tension sexuelle et tu te demandes s'il va se passer quelque chose. Voilà, souvent ils sont pas en couple en fait, mais on attend qu'ils se mettent en couple. Oui. Non, mais ils travaillent ensemble. Du coup, ils devraient pas se mettre ensemble, mais on veut qu'ils se mettent ensemble, tu vois. Et c'est vraiment, et ces séries, enfin, elles en ont fait, enfin, c'est le plus gros cliché de ces séries, hein. Mais c'est la seule raison souvent pour laquelle on les regarde, toi et moi, c'est pour voir un peu d'action, quoi. Non, mais littéralement, j'ai passé une fois 2 semaines quand même où j'avais la mono, où j'étais clouée au lit à regarder Bones et à regarder genre 4 ou 5 saisons de Bones. Et c'est une série qui est vraiment pas terrible, mais juste pour voir si les deux héros allaient finir ensemble. Et en plus, quand au final ils s'embrassent, on les voit même pas à l'écran parce que la série a voulu faire un truc différent et pas être comme les autres, mais c'était juste insultant pour les fans parce qu'on regardait ça que pour ça. Ouais. Mais il y a une série qui a fait ça un peu mieux, qui est une très bonne série judiciaire, c'est The Good Wife, où là ils ont vraiment bâti une tension sexuelle entre les deux personnages principaux, entre Will et Alicia, pendant plusieurs saisons. C'était assez insoutenable à la fin, mais ils en parlent eux-mêmes parce que c'était une série assez méta.
qui faisait pas mal de commentaires sur l'actualité, sur la société et sur la série en elle-même, et qui du coup a fini par faire un commentaire sur le fait que tout le monde était hyper frustré de pas les voir ensemble, y compris eux-mêmes, les personnages. Et ce qu'il y a de génial et en même temps très difficile avec The Good Wife, c'est que c'est un peu le Will They One Day ultime, parce qu'il n'a jamais été résolu en fait. Ouais, sans vouloir spoiler, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de ce couple-là, parce que souvent, les séries qui ont un OTP comme ça, enfin un ship qui se développe au fil des saisons, le plus gros problème qu'elles ont, c'est que quand les deux personnages se mettent enfin en couple, bah généralement ça marche plus très bien, parce que ce qui faisait tenir, c'était justement l'attente. Et dès qu'il y a plus cette attente-là, on se rend compte que la série devient moins intéressante. C'est arrivé à New Girl, où Jess et Nick, c'était un énorme OTP. Tout le monde voulait qu'ils se mettent ensemble, et leur premier baiser a été incroyable. Voilà, une scène vraiment mémorable. Et dès qu'ils se sont mis ensemble, en fait, la série a baissé en qualité au point que on a fini par les séparer, parce que les scénaristes se sont rendus compte que ça marchait plus très bien. Et il y en a d'autres comme ça, beaucoup de séries qui ont fait face à ces problèmes. Et c'est assez rare de réussir à mettre ensemble un couple qu'on a shippé et les faire tenir sur la durée. Et je pense que la seule qui a vraiment réussi à très bien le faire, c'est Parks and Recreation avec Leslie et Ben. Oui, parce que eux, vraiment, on passe une saison et demie à les voir se tourner autour. Et il y a une impossibilité parce qu'ils travaillent ensemble et tout. Et quand ils se mettent finalement ensemble, ils vont jamais se séparer. Et ils vont devenir un couple hyper solide et équilibré. Mais en fait, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que Parks and Rec est une super série pour commencer. C'est une série qui a un cast qui est génial avec plein de personnages qui fonctionnent. Et du coup, quand Ben et Leslie deviennent un exemple de couple solide, on a plein d'autres histoires qui vont nous faire tenir. Et même leur couple à eux est hyper intéressant dans sa normalité, en fait. Mais ils ont réussi à trouver des situations humoristiques basées sur leur relation sans jamais créer de conflit dans leur relation. C'est ça qui est très fort, mais que beaucoup de scénaristes n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça que souvent, on voit des couples iconiques dans les séries qui se mettent ensemble et puis après, ils se séparent parce qu'on se rend compte que ça marche plus. Et Sam et Diane, dont je vous parlais au début, ont fini par se séparer dans Cheers parce que justement, les scénaristes se sont rendus compte qu'ils n'atteindraient jamais le pic qu'ils avaient connu avec leur premier baiser. C'était vraiment le moment le plus iconique de leur relation et donc, au bout d'un moment, ça marchait plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en voit quand même beaucoup moins des couples aussi iconiques que Ross et Rachel ou Jim et Pam. Alors, c'est peut-être parce qu'on a vieilli, je sais pas, on avait plus une ferveur adolescente plus jeune. Ah non, moi j'ai toujours une ferveur adolescente que j'ai gardée même dans la trentaine. Mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup moins en vrai dans les séries qu'on regarde, les séries les plus mainstream, les séries que beaucoup de gens regardent. Il y en a les beaucoup. Séries qui sont dans la conversation médiatique. Exactement, médiatique et puis aussi populaire quand même. Enfin, après, il y en a toujours dans certaines séries, mais vraiment dans les séries dont on parle le plus, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup moins commun. Par exemple, Mike Schur, qui a travaillé sur The Office et qui a créé Parks and Recreation, dont on parlait, et donc qui ont toutes les deux créé deux couples iconiques. Bah, récemment, il a fait The Good Place, et dans The Good Place, il y a un couple qui est mignon, mais ça n'a pas vraiment marché. Il n'a pas réussi à reproduire la magie de Ben et Leslie ou Jim et Pam. Ouais, parce que je pense que c'est une série à concept en fait, donc on s'intéresse plus au concept qu'on s'intéresse au couple, alors qu'avant justement ces couples-là ils marchaient parce que des sitcoms ou des procédurales ils ont pas de concept, c'est vraiment inscrit dans un quotidien un peu justement répétitif, et ce qui rend le truc intéressant c'est le couple, alors que quand t'as une série à concept, ce qui rend la série intéressante c'est le concept et c'est pas le couple en lui-même, donc forcément il y a moins d'opportunités et moins de raisons de le faire. Oui, c'est pareil avec Watchmen de Damon Lindelof, dont on a déjà parlé ici, qui a un couple une histoire d'amour assez épique dans la série, on va pas en dire plus pour pas spoiler. Mais c'est pas un OTP, ça correspond pas du tout à ce qu'on a connu avant avec des couples. Bon, déjà parce que c'est une mini-série, enfin ça n'a qu'une saison, donc on n'a pas vraiment le temps de voir leur relation se développer sur le long terme. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. Mais effectivement, c'est peut-être parce que les formats des séries elles-mêmes ont changé. Il y a plus trop on s'attache moins à ce côté répétitif, cas de la semaine. Bah oui, parce que les séries ont moins intérêt à durer aussi longtemps, parce que déjà le système de syndication dont on parlait tout à l'heure est beaucoup moins pertinent aujourd'hui avec des plateformes comme Netflix, où les séries même de 2 saisons vont se retrouver sur Netflix et vont exister là-dessus. On n'a pas besoin de faire tenir une série pendant 7 saisons pour faire de l'argent dessus après et pour la faire exister pendant des années. Donc, les séries se finissent, comme on disait avant, il y avait vraiment la question d'essayer si on voulait faire une série pendant 88 saisons comme Les Feux de l'amour, on pouvait. Maintenant on sait déjà avant de commencer la série qu'on veut pas qu'elle dure longtemps.
temps. Oui, puis il y en a tellement que, en fait, il y a personne qui va regarder cette saison à part Grey's Anatomy. Il y a personne, enfin, je sais même plus combien ils sont. Je sais pas s'ils ont plus de 10, non? Oui. Mais ils en sont à 15, là, je crois. Ouais. Il y a personne qui va regarder autant de saisons aujourd'hui d'une série qui va commencer comme ça, quoi. Donc, il y a beaucoup moins d'intérêt à faire durer les choses sur le long terme. En fait, on prête moins attention aujourd'hui dans la conversation populaire et médiatique à ce ressort-là narratif, et on va beaucoup plus regarder le concept de la série, comme tu disais, ou la réalisation. Enfin, en fait, on s'attache pas aux mêmes choses dans les séries aujourd'hui. Et il y a même un mépris pour les codes traditionnels de la télé et des séries. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'arrivées de talents du cinéma dans le milieu de la série qu'on a commencé à regarder les ressorts narratifs traditionnels comme justement les OTP ou des choses comme ça, comme des procédés un peu cheap. Artistiques, quoi. Pas artistiques, et dans lesquels les gens ne voulaient pas aller, justement, les nouveaux scénaristes ne voulaient pas aller. Et il y a un peu un mépris de ces, justement, de ces fandoms et de la passion qu'on a pour ces couples. Alors que bon, c'est quand même le truc le plus important dans les séries. Ouais, c'est hyper réjouissant, quoi. Ouais. Mais il y a des séries qui continuent à avoir des ships et qui réussissent à créer des couples très intéressants et qui en même temps comprennent que ces codes-là sont mal vus et s'en jouent un peu. Ouais. Et par exemple, il y a Crazy Ex-Girlfriend qui est une série de The CW dont on a déjà parlé ici, mais on saisit chaque occasion pour vous en parler. C'est sur une avocate qui commence à obséder sur son amour de jeunesse, mais en même temps, elle rencontre un autre mec qui est mignon et qui lui correspond un peu plus, et il y a un triangle amoureux entre les trois, et c'est une série musicale, donc forcément il y a des chansons sur le triangle amoureux qui se moquent du procédé lui-même, et donc on va écouter un extrait d'une chanson qui s'appelle The Math of Love Triangles, donc les maths des triangles amoureux, et donc en fait il y a plein de jeux de mots sur les triangles et sur la géométrie pour parler du triangle amoureux entre les trois personnages. The math of love triangles isn't hard to learn. You're not taking in what we're saying. We're a little bit concerned. Yes, the math of love triangles is as simple as can be. Whichever Tom or Dick I might pick, the center of the triangle's little me. Actually, a triangle has multiple centers. Voilà, donc vous avez entendu Crazy Ex-Girlfriend. On vous encourage encore une fois à regarder cette série qui est vraiment géniale. Et puis, il n'y a pas que cette série qui a réussi à créer des couples très importants dans l'histoire de la télé. Il faut évidemment parler de Fleabag, la série préférée de Mary Telling. Oui, il faut vraiment en parler, parce que vraiment Fleabag, dans la saison 2, j'en parle tout le temps. J'ai l'impression qu'à tous les épisodes, je parle de Fleabag. Mais la saison 2 de Fleabag a réussi un truc en 6 épisodes. Elle a créé vraiment une des meilleures tensions sexuelles de l'histoire de la télé, entre l'héroïne et un prêtre. c'est ça l'histoire. Bah, c'est vrai que là, du coup, il y a tout de suite un obstacle. Donc, elle est maligne, puisque forcément, elle a une attirance, enfin, le personnage de Fleabag a une attirance pour un mec qui ne peut pas coucher avec elle par définition. Donc, niveau tension sexuelle, on est au max du max. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec le personnage, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, justement, complique toujours tout et qui se met ses propres obstacles parce qu'elle ne veut pas exprimer ses émotions. Donc, forcément, avoir quelqu'un qui est inatteignable, c'est parfait pour elle parce que ça lui permet de ne pas vraiment faire face à ce qu'elle ressent. Mais ce qui est intéressant dans Fleabag, justement, c'est qu'en fait, elle s'amuse un peu de tous les codes traditionnels de la télé. Elle s'amuse aussi du rapport qu'on a, que les séries ont avec leur fandom et avec l'audience. Parce que ça, c'est un truc qui est très unique dans les séries et à la télé. C'est-à-dire que c'est un des seuls produits culturels où les gens peuvent donner du feedback, en fait, où le public peut dire « Ah bah non, je veux pas que l'histoire continue comme ça ». Et souvent, les séries écoutent, surtout les séries traditionnelles, et elle s'en amuse en utilisant le 4e mur, en s'adressant directement, en fait, au public. Et c'est aussi ça qu'elle fait avec la relation avec le prêtre. On sent qu'elle récupère les codes, on sent qu'elle-même est assez fan de ces codes, parce qu'elle a même fait une autre série qui s'appelle Crashing, où là, il y avait aussi une tension incroyable entre elle et son meilleur ami. On sent qu'elle-même est fan de ça et que du coup, elle veut l'utiliser dans cette série. Et ça fonctionne hyper bien. Pour resituer, Fleabag, c'est une série créée par Phoebe Waller-Bridge en 2 saisons de 6 épisodes chacune. Donc, c'est hyper court. Donc, effectivement, ça contredit totalement ce qu'on a dit sur le fait que seules les séries à très long cours sont capables de créer de la tension sexuelle. Et dans la 2e saison, donc c'est basé principalement sur cette héroïne et sur sa vie sentimentale et spirituelle, et sa vie intérieure. Donc, elle parle souvent à la caméra. Et donc, on va écouter un extrait de la saison 2 dans lequel elle parle au prêtre, qui a été rebaptisé le Hot Priest, parce qu'il est très sexy, et qu'elle s'adresse à la caméra juste après lui avoir parlé, parce qu'il lui touche le bras, et ensuite elle s'adresse à la caméra pour dire « Waouh, il vient de me toucher le bras ». Father,
we have a cupcake situation over here. Okay, Pam, I will be there to cupcake. Thank you so much for helping. I'm touched. Donc on vient d'entendre un extrait de Fleabag et ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré la durée très courte de la série, il y a eu un énorme succès populaire avec la saison 2, puisque la saison 1 était encore un peu niche. Et vraiment, cette tension sexuelle, c'est ce qui a fait que la série a complètement explosé dans la culture populaire. Oui, le personnage du Hot Priest, quoi. Enfin, c'était sur Twitter, tout le monde en parlait. Ouais. Et ça a été diffusé de façon hebdomadaire en Grande-Bretagne, et toutes les semaines, tout le monde était complètement ouf sur Twitter en train de parler justement de la tension entre les deux et de se demander s'ils allaient finir ensemble, alors que quand on le consomme en France ou aux États-Unis, c'était d'un coup, donc les gens pouvaient découvrir en 1 heure s'ils finissaient ensemble ou pas, quoi. Je pense que ça montre à quel point les gens avaient besoin de tensions sexuelles à la télé. Il y en a un peu moins en ce moment qu'il y en a eu peut-être dans les années 90 ou avant. Et là, on a senti qu'avec juste une série, une saison en particulier de 6 épisodes, on pouvait recréer un engouement populaire qui était presque du niveau de Ross et Rachel. Oh, mais c'est même supérieur. non, mais c'est vrai, il y a un appétit pour ça parce qu'on est complètement... on n'en a plus, quoi. Et on en veut. Quand on a été formé à l'adolescence et toute notre enfance à des histoires comme ça, c'est quelque chose qui nous plaît forcément. Et retrouver ça, c'est quelque chose de très satisfaisant et de réconfortant. Pour terminer, il faut pas oublier quand même qu'il y a certaines séries dont on parle pas beaucoup dans les médias généralement, mais qui continuent à avoir des ships très importants. Oui. Et c'est des séries qui ont plus un public adolescent. Donc oui, on retrouve ça, quoi. On retrouve l'aspect adolescent des ships. C'est des séries qui font moins partie du coup de la conversation médiatique, mais qui, elles, opèrent plus sur un mode de diffusion traditionnel, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vocation à se terminer tout de suite. Elles peuvent parfois durer très longtemps. Il y a Grey's Anatomy, évidemment, qui dure et dure et dure, et où les couples ont un rôle central dans la série. Et puis, il y a beaucoup de séries de science-fiction ou de fantasy qui ont un public plus adolescent, comme The Magicians ou The 100, qui sont des séries de science-fiction et qui, en fait, ont des couples qui mobilisent vraiment les fans saison après saison. Il y a eu Clark et Lexa dans The 100, ou Quentin... C'est quoi leur nom Clexa, donc le nom pour les fans. Oui, parce que ça, c'est un autre truc à dire aussi, c'est que du coup, les fans... Il y a des diminutifs, créent des diminutifs sur tous les couples, en fait. C'est comme Brangelina, mais version série. Donc, on a Clexa dans The 100, qui sont Clark et Lexa. On a Quelliot dans The Magicians, qui sont Quentin et Elliot. Et après, il y a eu Sense8. Et en fait, ce qu'il faut noter dans ces séries-là, c'est que souvent, ces ships sont des ships LGBT. Oui. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'elles se destinent à un public jeune et que du coup, c'est des séries qui sont un peu plus en phase avec ce qui intéresse les jeunes générations. Et donc, que ce soit Quelliot ou Clexa, c'est des couples, soit un couple de femmes, soit un couple d'hommes, mais c'est des couples LGBT. C'est ça qu'il y a de nouveau avec les couples dans les séries, c'est que maintenant, il y a aussi des couples qui offrent une représentation beaucoup plus large qu'on avait avant. Alors malheureusement, il y a quand même un cliché très fréquent qui est celui de bury your gays, donc enterrer vos gays, littéralement, qui consiste à encore, en 2020, tuer des personnages LGBT dans les séries. Et on aimerait bien que ça s'arrête, mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de séries qui réussissent à créer de la tension sexuelle pendant des saisons, et c'est souvent ces séries-là. Oui, et malheureusement aussi, c'est des séries très niches, en fait. C'est-à-dire que c'est des séries qui sont destinées à un public spécifique et qui ne sont pas dans la conversation critique en règle générale. Mais on vous encourage quand même à jeter un œil à The Magicians ou Sense8 ou The 100, qui, pour moi, sont de très bonnes séries. Alors certes, c'est de la science-fiction et c'est un peu parfois un peu perché, mais c'est vraiment génial. Et si vous voulez en fait de la bonne tension sexuelle, moi c'est là que je vous suggérerais d'aller, parce que honnêtement, moi c'est là que je trouve actuellement les couples les plus intéressants à la télé, parce qu'il y en a beaucoup moins dans les séries, comme on l'a dit, plus mainstream. Donc pour finir, je pense qu'il faut quand même parler de la question essentielle de cet épisode. Quel est le meilleur OTP de tous les temps? Marie, pour toi, le meilleur OTP, c'est qui? Je sais pas si c'est les meilleurs OTP, c'est mes préférés en tout cas. J'ai longtemps hésité avec Josh et Donna de The West Wing, qui en plus n'était pas prévu à la base, mais qui a été influencé par justement les réactions des fans qui ont adoré leur relation. Mais je pense que vraiment, si je devais en choisir qu'un, ce serait peut-être Starbuck et Apollo dans Battlestar Galactica, qui, leur histoire m'a vraiment fait tenir en haleine pendant plusieurs saisons, et ils avaient une alchimie de malade. Donc vraiment, ça, c'est mon préféré. Et je toi? Confirme.
Moi, je pense que ce qui m'a fait tenir sur des saisons et des saisons d'une série parfois assez médiocre, ça a été Eric Northman et Sookie dans True Blood. Sookie. Voilà, alors à ne pas confondre avec Bill et Sookie, où du coup c'est Bill qui faisait Sookie toutes les 5 minutes, mais en fait il était hyper relou. Et donc le seul truc qu'on attendait, c'était que Sookie se mette avec Eric Northman, qui était vachement mieux, même si en fait ça devrait être une femme indépendante et qu'elle devrait finir avec personne si elle en a envie. Mais Eric Northman, c'était un vampire viking demi-dieu joué par Alexander Skarsgård. Donc voilà, qui n'aurait pas envie de les voir coucher ensemble. Et les scènes de sexe de la série ont toujours été au top. Donc je dois avouer que vraiment la tension sexuelle dans True Blood, c'était le top du top. Et après, il y en a un autre qu'il faut quand même mentionner, surtout puisqu'on parlait de couple LGBT, c'est Charmaine. Donc Shane et Carmen dans The L Word, qui reste pour moi un des couples les plus sexy de la Terre, et beaucoup de gens attendaient que Carmen revienne dans la nouvelle itération de The L Word, et malheureusement elle n'est pas là, donc j'attends encore une fois. Je ne sais pas ce que font les scénaristes, mais j'espère que Carmen va revenir un jour pour reconquérir Shane. Magnifique. C'était PIC TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préférée. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. Nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire tout le bien que vous pensez de nous. Salut!